The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview. Et cette semaine, je suis en compagnie de Com Martin. Salut Com. Salut et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Com, on te connaît comme auteur de jeux de rôle. Ouais. On va parler de tout ça ensemble. Mais avant ça, pour qu'on apprenne à mieux te connaître, est-ce que tu peux nous dire un peu ton profil de joueur? Comment tu es venu au jeu de rôle? Comment tu l'as découvert? Est-ce que ça a été le coup de foudre immédiat ou pas? Et comment a évolué ta pratique? Ouais, elle a beaucoup évolué parce que moi j'ai commencé le jeu de rôle quand j'étais au collège, je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça. C'est un copain de mon frère, mon grand frère, qui m'avait fait découvrir ça, et les premiers jeux que j'avais découverts, c'était vraiment du très très classique. Je crois que le tout premier jeu, comment j'ai compris que ce que c'était le jeu de rôle, c'était le jeu de rôle James Bond, je sais plus comment il s'appelle exactement, un vieux truc, et vraiment moi dans ma tête d'ado me dire waouh, on peut faire des aventures où on est James Bond, c'est trop cool. Donc j'ai un peu commencé par ce versant très tradi comme on dit, avec beaucoup de pratiques, par exemple de INSMV, donc qui est ce jeu où tu joues des démons et des anges sur Terre avec un fond assez humoristique, beaucoup d'appels de Cthulhu, enfin voilà. C'est Innominé Satanis, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Je traduis pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est ça, le jeu de rôle de Croc, qui était chez Asmodée à l'époque, où il faisait encore du jeu de rôle beaucoup. Donc ouais, voilà, j'ai commencé par là, beaucoup de Cthulhu aussi, comme je disais, et surtout en tant que MJ. Moi j'ai toujours bien aimé être MJ, et j'aime toujours ça, je pense, un peu plus que d'être joueur. Et en fait, ça a changé avec ma découverte d'un jeu de Thomas Munier qui s'appelle Inflorenza. C'était il y a 7-8 ans, un truc comme ça, donc finalement, il n'y a pas si longtemps dans une longue carrière, on va dire, de rôliste. Et Inflorenza, ça m'a vraiment retourné la tête, quoi. C'est-à-dire, ah ouais, en fait, un jeu où il peut ne pas y avoir de MJ, en plus, il y a des dés, mais en fait, les dés te servent plus à faire survenir des thèmes dans l'histoire que à savoir si tu réussis ton jet de combat, un truc comme ça. Enfin, je trouvais ça incroyable. Et juste derrière, j'ai découvert un autre jeu qui s'appelait Itrasby, qui est un jeu de rôle surréaliste, qui utilise des cartes plutôt que des dés comme système de résolution. Et là aussi, c'est un système où finalement, ce qui est important, c'est pas que l'action elle rate ou elle réussisse, mais c'est qu'il se passe des choses intéressantes. Ouais, qui était plus axé sur la narration, exactement, finalement, que sur le fait de la résolution et de la réussite ou non, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et ça, c'est des trucs qui m'ont vraiment marqué, d'abord en tant que joueur, et puis après, quand je me suis mis à écrire des jeux, c'est quelque chose qui m'est vraiment resté en tête. Mais ça vient vraiment de ces deux jeux-là qui ont été un choc, dans le sens où ça a vraiment élargi mon horizon de ce qui était possible dans le jeu de rôle, quoi. Et est-ce que c'est en découvrant ces jeux-là que tu t'es dit aussi que c'était plus facile? Parce que voilà, quand on voit l'appel de Cthulhu, c'est Chaosium, c'était aujourd'hui c'est Edge en France. C'est des gros éditeurs avec des moyens, des gros livres et tout. Et en fait, est-ce que en découvrant ces jeux-là, tu t'es dit, finalement, faire du jeu de rôle d'une autre manière, peut-être un peu plus artisanale, c'est possible, et c'est ça qui t'a donné aussi l'envie de te lancer? Pas exactement, c'est venu un peu plus tard. En tout cas, c'est vrai que c'est ce genre de jeu qui m'a fait découvrir la scène indé, et donc le fait que on pouvait... Itrasby, c'est 2 personnes. Influenza, c'est Thomas Munier tout seul, et puis voilà, j'ai découvert plein d'autres jeux comme ça, notamment dans la sphère francophone, notamment les jeux de Melville Tilplunven, qui faisait partie un petit peu de cette sphère-là pour moi à l'époque. Et oui, donc j'avais en tête cette idée que un jeu, ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être aussi des formats différents de ce qu'on avait chez les gros éditeurs, c'est-à-dire un jeu de rôle, c'était pas forcément un bouquin en A4 rigide, ça pouvait être des plus petits trucs avec moins de pages ou plus petits dans le format, etc. Mais j'avais pas forcément fait le lien tout de suite avec le fait de créer des jeux. Ça, c'est venu justement quand Melville, qui était devenue une amie, m'a fait découvrir les jeux de Grand O8. Donc Grand O8,
qui est un créateur de jeux de rôle britannique. Et maintenant, il a fait des jeux un peu plus gros. Mais à l'époque où moi je l'ai découvert, il faisait en fait des jeux en une page. Il a toujours d'ailleurs un Patreon sur lequel il mettait chaque mois un jeu en une page. Et ça, voilà, c'était un peu l'étape supplémentaire pour moi de me dire, ah ouais, ok, donc non seulement on peut faire des jeux avec des thèmes, avec des mécaniques, avec des sujets un petit peu originaux, mais en plus, on peut réussir à faire tenir ça en une page, quoi. Je me souviens d'un de ces jeux que j'avais découvert où tu joues des espèces d'esprits d'une petite ville côtière britannique, et donc tu joues les esprits des maisons qui doivent faire en sorte de résister face aux promoteurs immobiliers, quoi. Et j'avais trouvé ça, voilà, assez incroyable. Aussi bien le côté, bah voilà, ça tient en une page. On peut avoir une expérience de jeu complète et satisfaisante avec ce tout petit format. Et puis surtout le côté, bah, ah ouais, en fait, peut-être que créer un jeu de rôle, finalement, c'est pas si difficile. S'il faut juste écrire une page, bon, ça devrait aller, quoi. J'avais déjà fait un petit peu de création, mais plutôt des scénars, quoi. J'avais notamment commencé à écrire pour la gamme de Vasberg, qui est le jeu de Cédric Ferrand. Mais c'était vraiment du scénario, quoi. Et en fait, découvrir ces jeux en une page, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de créer. Alors j'en ai fait un qui était pas extraordinaire, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis à un moment je me suis dit, bon bah Et c'était lancé, quoi. ouais, comme Grand O8 il en fait un par mois, ça doit pas être si difficile, alors je vais faire pareil. Et bon, c'est quand même pas évident, mais j'ai fait ça à peu près 2 ans, et après je suis passé au format plus Classique. ouais, plus gros, en tout cas plus classique, je sais pas, mais Donc, ouais, donc il y a une vraie progression, en fait. ouais, tout à fait. Et en vrai, en fait, ce que tu disais, c'est que tu as commencé à écrire, en fait, même si tu es rôliste depuis l'adolescence ou la préadolescence, tu as commencé vraiment à créer des jeux de rôle toi-même à partir de 2017. Mais auparavant, tu avais déjà une expérience en tant que, en création écrite, puisque tu as écrit des livres, en fait, avant de lancer dans l'écriture de jeux de rôle. Ouais, tout à fait. J'ai écrit quelques romans, enfin quelques, j'en ai écrit 2, avant de me lancer dans la création de jeux de rôle. Moi, j'ai toujours aimé écrire, et pareil, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Et c'est vrai que ça a un lien dans le sens où c'est des romans que j'ai auto-édités parce que j'avais pas réussi à trouver d'éditeur. Donc voilà, dont la qualité est, on va dire, variable, mais je m'étais déjà frotté à cette expérience de publication, même si c'était dans un cadre très limité, parce que c'était voilà, auto-édité sur Lulu. Je pense que le premier roman, à peu près 80% des ventes, c'était ma famille. Alors donc heureusement, j'ai une famille très élargie, donc du coup, ça a pas trop mal marché. Mais c'était vraiment pas comparable en termes, on va dire, d'ambition, quoi. Mais voilà, ouais, l'écriture et l'écriture de forme un petit peu Original. ouais, c'était déjà là, quoi. Parce qu'en fait, enfin, on a l'impression, à vue de l'extérieur, que finalement la différence, c'est que autant quand tu écris un livre, bah, tu vas avoir effectivement, tu vas développer un univers et un style, et que dans le jeu de rôle, quand tu vas écrire du jeu de rôle, finalement, tu vas toujours avoir un univers, ou en tout cas une thématique ou un contexte dans lequel que tu vas proposer, mais que le style, ça va plutôt être le game design que tu vas insuffler, tes idées de game design. Est-ce que tu ferais un peu ce parallèle-là ou pas? Oui, bah, en fait, moi, pendant assez longtemps, je me posais pas la question du style dans l'écriture de jeux de rôle. Ce qui est marrant parce qu'effectivement, bah, comme j'avais écrit des bouquins avant, je savais quand même un petit peu ce que ça voulait dire, d'écrire avec un style. Je sais même pas d'ailleurs si c'est possible d'écrire sans style, au final. Mais j'avais cette image du bouquin de jeu de rôle comme un manuel, c'est-à-dire quelque chose qui doit avoir un ton assez neutre, qui doit être clair, qui est fait vraiment pour l'ouvrir à la table de jeu et y faire référence pour les règles, etc. Et ça a changé un petit peu quand j'ai découvert le jeu qui s'appelle Libreté de Vivien Féasson, qui est un jeu qui, pour le coup, adopte un ton dans l'écriture qui est assez particulier. En gros, hein, pour aller vite, c'est un bouquin qui est écrit, enfin qui fait comme si il était écrit par un des personnages de l'univers de jeu.
bon, c'est quelque chose qui avait déjà été fait avant, et tu vois, même par exemple un jeu comme In Nomine Satanis Magna Veritas dont je parlais tout à l'heure, il y a un style parce que c'est un jeu humoristique, donc le texte lui-même te renvoie un peu ce truc de ouais, on n'est pas là pour se prendre la tête, c'est rigolo, etc. Paranoia aussi, par exemple, le fait. Là, c'était un peu différent parce qu'il n'y avait pas cette idée-là. C'est plus, enfin moi je l'ai perçu en tout cas plus comme une autre manière, une manière différente de faire passer certaines choses, et aussi de faire en sorte peut-être que la lecture du livre elle-même soit déjà une expérience intéressante, quoi, avant même de jouer. Et c'est quelque chose que Vivien a poussé encore plus loin dans son jeu suivant qui s'appelle Explorateur de Bruine, où là, comme on incarne des enfants, c'est écrit du point de vue d'un de ses enfants, et donc le texte, il a vraiment un style très particulier, avec notamment plein de, je sais pas quel est le terme technique, mais des espèces de jeux de mots, quand sont pas vraiment, il y a des mots qui sont tordus, qui sont volontairement mal orthographiés, etc. Donc ça fait vraiment un sacré effet à la lecture, quoi. Pour qu'il y ait une cohérence entre finalement la façon dont sont expliqué le système de jeu et l'univers soit cohérent avec ce qu'on va y faire après, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Que dès la lecture des règles, tu sois immergé dans ce que tu vas faire plus tard. Ouais, c'est ça, voilà. Et alors bon, c'est pas quelque chose que je fais forcément pour tous mes jeux. Je trouve qu'il y en a qui s'y prêtent plus que d'autres. Bon, c'est aussi quelque chose de difficile, donc parfois j'ai pas forcément, j'ai pu essayer d'abord de le faire et puis laisser tomber parce que ça marchait pas, quoi. Mais par exemple, je l'ai fait avec un jeu qui s'appelle Deux étés, dans lequel on joue le même personnage à la fois à l'adolescence et à l'âge adulte. Et donc ça me paraissait assez évident d'écrire le jeu de ces deux points de vue, c'est-à-dire de faire comme si c'était un adulte qui retrouvait dans ses cartons un vieux jeu qu'il avait écrit ado, et qui remettait un petit peu au goût du jour, etc. Ce qui finalement est pas si loin de ce que moi j'ai pu faire avec certaines créations, quoi. Et donc du coup, le texte joue un peu sur ces deux registres de langue-là. Et je l'ai fait un peu plus récemment avec un jeu qui s'appelle Cité abîmée, donc un jeu d'exploration d'une ville, on va dire d'influence surréaliste, art nouveau, il y a un peu toutes ces choses-là. Là, une des inspirations principales du jeu, c'est les cités obscures de Scuiten et Peters. Et quand je l'ai pitché à l'éditrice, moi j'avais vraiment envie de pousser très très loin le truc en faisant notamment une maquette un peu comme dans La Maison des Feuilles de Max Danielewski, donc avec une mise en page complètement éclatée, plusieurs polices, plusieurs voix, etc. Bon, on n'a pas fait ça, et je pense que c'était pas une mauvaise idée finalement, parce que ça aurait peut-être un petit peu poussé trop loin justement le fait que faut quand même que ça reste compréhensible, et on est quand même là pour transmettre des règles, quoi. Mais je me suis quand même amusé à faire comme si le texte était la retranscription du discours d'un personnage qui va être annoté par d'autres personnages, etc. Donc on a quand même joué un petit peu là-dessus. Et donc ça, c'était assez amusant à faire, et ça m'a confirmé cette idée que, en fait, il y a plein de manières différentes de transmettre des règles de jeu, et c'est totalement OK que ce soit par une espèce de manuel de texte assez neutre, mais c'est pas forcément la seule manière de faire. La seule façon de faire, ouais. Voilà, tout comme c'est pas forcément, tout comme un format A4 rigide, etc. Ça existe et c'est très bien, mais c'est pas forcément le seul format. On peut aussi avoir des trucs sous forme de zine, en une page, en plein de choses différentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, quoi. Ce côté montrer qu'il y a d'autres formes possibles. On n'est pas obligé de les utiliser, mais en tout cas, c'est bien qu'elles soient là, quoi, comme alternative. Et est-ce que tu penses que justement, tu disais que tu as commencé avec cette idée de faire un jeu par mois comme Grunt to Wheat, qui tient en une page. Et est-ce que tu penses que ce type de format, justement, offre plus de liberté que si tu te lances dans un système de jeu beaucoup plus lourd, où il y aura beaucoup plus de règles, parce que finalement, le fait d'avoir moins de règles à transmettre, finalement permettre du coup de beaucoup plus de liberté dans la façon de les transmettre. Ouais, c'est totalement ça. Comme tu as moins de choses à transmettre, donc il y a moins de choses à retenir, du coup tu peux t'amuser à les transmettre de manière un peu plus ludique, un peu plus créative, et je pense que ça posera moins de problèmes que avec un gros truc, effectivement. Après, tous ces jeux-là, tu dis que tu as fait à peu près 2 ans tu as poursuivi ce rythme effréné d'un jeu par mois, c'est ça? Mmh.
Avant qu'on parle de la Zine Quest et comment ça t'a permis aussi de partager tes créations, sur les jeux en fait que tu as fait, il y a beaucoup de thèmes différents que tu explores. Ouais. Et mais il y a quand même des choses qu'on retrouve. Donc je pense que tu l'avais déjà dit dans d'autres interviews. Tu es très intéressé par ce qui sont alors je vais appeler ça les voyages dans le temps, mais c'est plutôt d'explorer des temporalités différentes dans un jeu. C'est ça on peut dire, parce que je pense qu'il y a celui dont tu parlais juste avant, et puis un autre jeu que tu as fait récemment, c'est Ici Maintenant, c'est ça, où Ouais. on va jouer dans plusieurs endroits. Ça, c'est un thème qui t'est cher, et est-ce que t'essayes encore de créer sur ce thème-là, ou tu penses que t'en as fait le tour, ou il y a encore de nouvelles idées qui peuvent venir? Oh, bah, il y a toujours des nouvelles idées qui peuvent venir. Ouais, c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a toujours, que j'ai toujours adoré en fiction. Je saurais pas trop expliquer d'où ça vient. Hein. On n'explique pas forcément ses obsessions, mais ouais, tout ce qui est voyage dans le temps, univers parallèle et tout, moi, c'est vraiment un thème de science-fiction que j'aime beaucoup. Et donc, forcément, ça va venir dans mes créations. Ouais, mon tout premier jeu en une page, c'était ça, et comme tu l'as dit, c'est quelque chose que je continue de faire. Bon, j'ai l'impression pour l'instant d'avoir dit ce que j'avais à dire sur le sujet, c'est-à-dire finalement pas grand-chose, dans le sens où en plus c'est un thème qui est de plus en plus à la mode, notamment depuis que Marvel a mis ses pattes dedans. Et donc il y a beaucoup d'autres jeux qui le font aussi. Donc à un moment, je sais pas, hein, je peux jamais prédire. Peut-être que si j'ai une super idée à l'avenir, je m'y refrotterai. Mais oui, il y a bon, forcément, hein, au bout d'un moment, quand tu crées beaucoup, il y a des points communs, il y a des thématiques qui commencent à se tisser, même si c'était pas forcément le cas au départ. Et ça en fait partie. J'ai déjà parlé un petit peu aussi de tout ce qui est, on va dire, surréalisme, absurde, etc. Ça, c'est pareil, en fait. C'est quelque chose qui m'intéresse dans la fiction que je consomme, on va dire. Et donc, forcément, à un moment, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que il y a deux façons dont une idée de jeu va survenir pour moi. Soit il va y avoir le côté vraiment mécanique, c'est-à-dire tiens, mais qu'est-ce qui se passerait si on jouait à un jeu de telle manière, ou si le système de résolution c'était ceci ou cela. Et donc ça va donner des choses diverses. 2ET par exemple a commencé comme ça. Tiens, qu'est-ce qui se passe si on joue le même personnage à différentes époques? Et puis d'autres fois, c'est plus, je vais être devant une série, ou je vais lire un bouquin ou quoi, et je me dis ah, mais ça ferait tellement un bon sujet de jeu de rôle. Ouais. Typiquement Aventure à Plume, qui est vraiment un jeu qui est fait pour émuler la bande à Picsou, c'est ça quoi. C'est-à-dire, je suis devant mon ordi, je regarde la bande à Picsou, je me dis mais comment personne n'a jamais essayé de faire un jeu de rôle avec ça? Alors bon, sans doute à cause des avocats, mais mais Oui, voilà. je pense que C'est vraiment des envies, tu vois, qui surviennent comme ça. Il y a Ouais. rarement je me dis ah, je vais faire un jeu sur la nostalgie aujourd'hui. Ça n'arrive jamais quoi. Dans ce que tu explores aussi dans tes jeux, on retrouve aussi quelques jeux qui ont le côté un peu ce qu'on appelle la tranche de vie, c'est-à-dire où on va pas jouer des choses forcément ultra épiques, Ouais. mais où on va jouer des choses plus douces, avec une forme peut-être de nostalgie parfois, qui rappellent aussi des jeux de Melville, hein, d'ailleurs, pour avoir joué, et où les enjeux pour les personnages et les joueuses ne sont pas si obvious en fait. Enfin, voilà, il y a pas, et comme on le dit souvent, il y a pas forcément de fin de jeu en tant que tel en fait. Ça aussi, le côté tranche de vie, et qui est pas forcément toujours valorisé dans le jeu de rôle traditionnel. Enfin, c'est pas forcément ce qui est mis en avant. Ça, c'est quelque chose que t'aimes explorer aussi beaucoup, donner cette opportunité, ouais. Ouais, ça pour le coup, ça c'est un peu plus délibéré. C'est pas forcément, et en fait là c'est pas forcément un truc d'ordre thématique, même si effectivement on va dire que tout ce qui tourne autour de la nostalgie, de la poésie du quotidien, c'est quelque chose qui me touche. Mais c'est aussi cette idée de chercher à proposer, enfin de chercher à montrer d'autres façons de jouer possibles. Et donc typiquement, par exemple 2ET, une contrainte que je m'étais mise dès le départ et qui est dite dès les premières pages du bouquin, c'est dans ce jeu, il n'y a pas de fantastique. On va vraiment jouer de manière réaliste. L'enjeu étant de dire, en fait,
vous voyez, on n'a pas... C'est bien, hein, moi j'adore le fantastique, c'est très bien qu'il y ait plein de jeux qu'on propose, et moi-même j'ai fait des jeux avec plein de fantastique dedans, mais en fait, même en jouant des choses du quotidien, avec un angle quand même ludique derrière, bah ça peut fournir des moments de jeu intéressants. Et c'était un peu cette envie-là, quoi, de mettre ça un peu plus en avant. Et parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui vont te dire non, mais en fait, pour que ça m'intéresse, il faut qu'il y ait des dragons, de la magie, etc. Ce que je comprends tout à fait. Hein, Le côté est un peu, on joue pour s'évader, pour Exactement. sortir du quotidien, et pas pour s'évader l'esprit, mais dans un contexte qui peut être un contexte réaliste et contemporain, effectivement, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, sur les enjeux, en fait, dans ces jeux-là, enfin, pour en avoir discuté avec Melville, elle explique vraiment que là, ça va être les interactions concrètes qui sont en fait les enjeux, plus que une intrigue, un scénario. J'imagine que c'est quelque chose que tu partages. En fait, c'est la relation, enfin les relations qu'on parvient à créer en jeu qui donnent l'intérêt aussi à ces jeux-là. Oui, après, ça c'est pareil, c'est-à-dire que j'aime beaucoup tout ce qui est drama en jeu de rôle, c'est un peu le terme consacré, c'est-à-dire, bah, là, je pense que le jeu qui m'a fait découvrir ça, c'est un jeu qui s'appelle Smallville, donc qui est l'adaptation de la série du même nom que j'ai jamais vu par ailleurs. Et le système de Smallville était très sympa parce que en fait le créateur, c'est Cam Banks, si je dis pas de bêtises. Son idée était de dire ok, comment on fait pour mettre sur un pied d'égalité dans un jeu de rôle Superman et Lois Lane. Parce que les deux sont des personnages intéressants, la relation entre les deux personnages est super intéressante, mais bon, il y en a un qui peut littéralement tout faire, et puis l'autre qui est entre guillemets une simple personne humaine. Et en fait, la façon dont il a résolu ça, c'est justement de mettre l'accent sur le drama et les relations entre les personnages, et de dire en fait c'est ces points-là qui définissent le personnage, littéralement, hein, c'est-à-dire que sur la feuille de personnage, c'est ça qui est écrit, et les pouvoirs, etc. Oui, ils sont là, mais ils sont là au service du drama, quoi. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est pas comment Superman va arrêter tel super méchant, c'est pourquoi il va le faire, et est-ce qu'il est quand même prêt à le faire si ça met en danger son amour secret, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément présent dans tous mes jeux, mais en tout cas que j'ai toujours un petit peu en tête. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée que parfois, ce qui est intéressant, c'est l'aventure, quoi. C'est est-ce que les personnages vont réussir à accomplir leur objectif, et parfois c'est plus effectivement qu'est-ce qui arrive aux personnages le long de leur chemin, quoi. Dans les thèmes aussi que tu as abordés, tu as fait un jeu qui s'appelle Personne ne délivre de ma main. Ouais. Qui parle clairement de la mort. Il y a même un avertissement sur le jeu où tu expliques que attention, enfin c'est un jeu qui peut parler potentiellement de mort violente, de suicide. Donc c'est pas forcément un jeu qui est destiné à tout le monde. Dans lequel en fait on incarne, c'est un jeu solo, je crois. Ouais. Oui, c'est ça, un jeu solo où on incarne un messager de la mort. Est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu as réfléchi beaucoup avant de te dire je vais faire un jeu sur ce thème-là, ou tu avais vraiment une idée et tu t'es lancé? Parce que c'est vrai que c'est pas du tout un thème qui est évident à aborder en fait dans le jeu en général, hein, que ce soit le jeu de rôle, le jeu de société. Enfin vraiment d'aborder vraiment la question de la mort, comment on le gère. Ouais, je me suis effectivement posé la question assez longtemps. C'est un jeu qui est sorti en effet récemment, mais que j'ai mis beaucoup de temps pour écrire parce que je voyais pas, j'avais du mal à trouver un angle d'approche. Et au début, l'idée de base était pour le coup, il y avait vraiment ce truc d'échappatoire avec beaucoup de fantastique, un contexte très, très fantastique pour éviter un petit peu ou en tout cas, pas forcément pour éviter d'aborder la thématique, mais pour se dire, ok, c'est un truc un peu lourd, comment est-ce qu'on peut aider les gens à l'aborder, quoi, on va dire. Peut-être atténuer le côté difficile du thème, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et c'était pas la première fois que je m'y frottais, parce que j'ai écrit un autre jeu il y a un peu plus longtemps qui s'appelle Mort à Venise, qui est un jeu à deux pour le coup, où on incarne respectivement la mort, enfin une personnification de la mort et quelqu'un qui va mourir. Et à chaque scène, en gros, la mort vient visiter ce personnage, lui dit bah écoute, c'est l'heure, quoi.
Et le personnage, en gros, lui dit bah non, moi je suis pas du tout d'accord. Il me reste encore plein de trucs à faire. Et donc chaque scène, c'est, on va dire une espèce de négociation entre la mort et sa victime. Et la victime dit non, écoute, si me prends pas moi, tiens, prends plutôt telle autre personne à la place, etc. Et jusqu'où on est prêt, en fait, quel sacrifice on est prêt à faire pour repousser ça, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Et après, personne ne délivre de ma main. C'est vraiment un croisement de plusieurs choses. Voilà, j'avais envie de reprendre cette thématique qui finalement, effectivement, comme tu l'as dit, elle est quand même de plus en plus présente dans le jeu de rôle, surtout anglophone. En tout cas, disons que comme d'autres thématiques un peu sensibles, il y a pas mal de jeux ces dernières années qui ont un peu montré la voie et qui permettent d'aborder des choses plus intimes. Et donc, voilà, je me sentais peut-être un petit peu plus libre de le faire, inspiré par d'autres jeux. J'avais envie d'écrire un jeu solo parce que j'en ai très peu écrit et c'est un genre qui m'intimide et qui m'attire en même temps. Et puis, j'aimais beaucoup cette idée que j'avais lue dans un jeu qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Wreck This Deck, qui est un jeu où tu joues un chasseur de démons qui enferme des démons dans des cartes à jouer. J'aimais beaucoup l'idée de ce jeu tu prends un jeu de cartes et en fait, à la fin du jeu, ton jeu de cartes, il va plus ressembler à rien. T'auras écrit dessus, tu l'auras découpé, voilà. On en revient à cette idée de la matérialité, en fait. C'est-à-dire, j'avais envie de créer un jeu où, en fait, tu commences, personne ne délivre de ma main. À la base, tu commences avec une feuille blanche où tu colles une carte à jouer au centre, qui est ton personnage. Ouais, ça se joue avec un jeu de 52 cartes, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure du jeu, en fait, chaque carte que tu vas tirer va représenter une de tes victimes, entre guillemets. Et l'idée, c'est que chacune de tes rencontres va te faire découvrir quelque chose sur toi-même ou te faire gagner en humanité. Et pour représenter ça, tu vas découper un bout de carte que tu vas coller sur la tienne, et puis tu vas écrire une phrase, quelque chose que tu retiens de cette interaction sur la feuille blanche, quoi. Et donc j'avais envie d'explorer cette idée-là, quoi, de vraiment matérialiser la façon dont la connexion aux autres t'apporte quelque chose. Et que à la fin de la partie, tu peux regarder la feuille et probablement c'est un espèce de gros bazar dans lequel on comprend plus tout, mais c'est vraiment littéralement la feuille de route et la feuille de vie, en fait, de ton personnage. Et finalement, ouais, c'est un jeu qui parle de la mort, mais c'est pas un jeu qui va parler de deuil, qui va parler ou du fait de qu'est-ce que ça veut dire de savoir qu'on va mourir, etc. Parce qu'on se place quand même d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire tout comme pour Mort à Venise, on se place du point de vue de cette espèce de personnification de la mort. Et donc, en fait, finalement, c'est un peu un jeu sur la vie, quoi, au final. Oui, à contrario, tu peux plus le ressentir comme ça à la fin de la partie, finalement. En tout cas, voilà, malgré la thématique, malgré j'ai fait volontairement aussi une maquette un peu austère, etc. J'avais envie que ce soit... et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans pas mal de mes jeux aussi, que ce soit un jeu où, au final, t'en ressors avec des choses positives, avec... voilà, plutôt avec le sourire qu'en se disant « Ouh là là, j'ai joué un truc super glauque ». C'était l'enfer. T'as commencé, tu l'évoquais là en parlant de ce jeu-là, donc personne ne délite de ma main, avec l'utilisation du matériel, l'utilisation de la mise en page. C'est vrai que des jeux, il y a régulièrement des mises en page ou du graphisme, je suis pas ultra calée là-dedans, mais qui est assez sur le bon terme, mais sur peut-être le maquettage, assez, il y a des idées assez originales. Alors je sais que tu as quelqu'un qui le fait avec toi, si j'ai bien compris, qui est Nicolas Folio. Nicolas Folio. Voilà, et notamment tu as un jeu, moi je trouve l'idée
Enfin, en fait, l'idée, elle paraît évidente quand on te le dit, mais en même temps, je n'avais jamais vu ça. C'est un jeu qui s'appelle Pendant ce temps dans le métro, et effectivement, c'est comme un plan de métro, le jeu, et a le format d'un plan de métro. J'ai l'impression que tu aimes bien jouer avec ces idées-là aussi, comme porteur porteur aussi de la mécanique du jeu et du thème, de jouer avec les mises en page, les formats, aussi le matériel que tu proposes d'utiliser, des jeux avec lesquels on va utiliser des post-it, etc. Ça fait partie vraiment du processus de création aussi, de trouver ces originalités? Ouais, complètement. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça vient pas toujours de moi. Donc, effectivement, ça fait maintenant. Alors, j'ai pas compté, mais ça fait 3-4 ans que je me suis mis à travailler avec Nicolas. Et vraiment, là, on commence à être dans une position de duo. C'est-à-dire que j'envisage plus de faire des jeux sans lui parce que en réalité moi je suis pas très fort alors je crois que c'est habillage visuel le terme, mais je suis pas sûr parce que tu vois je suis pas professionnel non plus, donc je sais même pas si c'est le bon terme, mais voilà, quand je sors des petits jeux, bah, par exemple, voilà, personne ne délivre de ma main, etc. Ça, c'est les jeux que je mets en page moi-même et qui sont d'ailleurs souvent proposés gratuitement ou en payez ce que vous voulez. En PDF, ouais. Ouais, c'est ça. Sur Itch.io, puisque je mettrai le lien bien sûr sur ta page Itch.io. Yes. Et mais ouais, pour tous les projets un peu plus ambitieux et notamment qui vont être proposés en financement, bah je me sentirais pas de proposer quelque chose qui soit pas un tantinet plus sérieux. Nicolas, c'est son métier, donc du coup voilà, lui il est capable de faire des choses que je ne serais jamais capable de faire, et il est aussi capable d'avoir des idées que j'aurais pas forcément eu. Ce qui est marrant, c'est que pourtant et tu l'as très bien dit, moi tout ce qui est format et tout, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais ça a un peu changé effectivement pendant ce temps dans le métro, mais jusqu'à ce jeu-là, j'étais encore dans cette vision finalement pas si éloigné du jeu de rôle mainstream, de OK, un jeu c'est un livre avec telle caractéristique, etc. Et typiquement pendant ce temps dans le métro, moi à la base moi je l'envisageais, quand je l'ai pitché à Nicolas, je dis bon bah voilà, c'est un jeu qui va se composer de principalement des tables aléatoires, donc moi je vois un livret, etc. Il me dit ah bon, t'es sûr, parce que franchement sous forme de plan de métro ce serait quand même évident, ce serait quand même super cool et tout. Moi, je sais que je peux le faire. Et je lui dis, ouais, t'es sûr? Bon, ça me paraît quand même un peu risqué. Je sais pas si ça va marcher, si ça va donner quelque chose. Bon, allez, je te fais confiance, vas-y. Et bon, bah, évidemment, il avait raison. Et ça donne un objet qui est super, qui est un des jeux qui a le mieux marché pour moi. Ce qui me prouve aussi que les gens sont prêts à venir explorer des nouveaux formats qui s'éloignent du livre un peu classique. Et c'est vrai que maintenant, du coup, c'est quelque chose que j'ai en tête. Alors, pas forcément pour chaque projet, mais maintenant, je sais que pour tel jeu, je me dis, je suis pas forcément contraint par la forme d'un bouquin classique. Du coup, en s'éloignant de ça, qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce qu'un format sous forme de dépliant, de cartes, de autre chose me permettrait de faire, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est vachement agréable d'être libéré de ça, quoi. Et du coup, ça ouvre aussi, d'autres potentiellement, ça peut en partant de la forme, ça peut faire germer des idées de fond et de mécanique, j'imagine. Ouais, complètement. Et j'imagine aussi que aujourd'hui, il y a quand même une forte, l'offre de proposer aux joueurs et joueuses est très importante. Il y a beaucoup de plateformes, j'imagine aussi que c'est des moyens de démarquer ces créations. Ouais. Qui vont marquer peut-être les esprits, parce que il faut aussi marquer les esprits si on veut potentiellement pouvoir proposer ces jeux. C'est même pas une question d'en vivre, c'est une question juste de partager ses créations. Il faut qu'elles se démarquent, qu'elles soient identifiées par les joueurs et joueuses. Ouais, en fait, bon, moi, j'aimerais bien vivre dans un monde idéal où la valeur d'un jeu fait qu'il sera remarqué quoi qu'il arrive, que si t'écris un bon jeu, il trouvera forcément son public et tout, mais bon, je l'ai constaté dans le domaine littéraire, on le voit aussi avec, pareil, les jeux de société, je sais pas combien de sorties par mois, mais ça suffit pas, quoi. Surtout quand, voilà, maintenant, les gens commencent un petit peu à connaître mon nom et tout, mais c'est vraiment même ça, c'est dans une niche, enfin vraiment de manière très très réduite. Donc je peux pas me reposer que là-dessus.
Et malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais c'est un fait que le jeu de rôle est un média très visuel et que donc ce qui va attirer les gens en premier lieu, en fait, souvent, avant même le pitch ou en tout cas sur le même plan, c'est l'aspect visuel, quoi. Et que donc si t'as un super pitch mais que ton jeu est moche, ben malheureusement les gens vont pas l'acheter, quoi. Donc partant de ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai en tête, forcément, et sur lequel on travaille beaucoup avec Nicolas. T'as mentionné ici et maintenant tout à l'heure, donc on a sorti là récemment 3 petits, vraiment petits jeux de rôle qui sont en fait des versions imprimées de mes jeux en une page que j'avais jamais sortis sous cette forme-là. Et c'est des jeux initialement que moi j'avais mis en page, donc qui étaient assez moches. et qui sont courts. Du coup, il n'y a pas vraiment la place pour mettre vraiment une illustration en tant que telle, parce que t'as qu'une page recto verso pour tout transmettre. Donc la question de la voilà, si tu mets une illustration, ça bouffe du. Oui, ça va prendre trop de place Ça va prendre trop de place, voilà. Donc du coup, comment faire pour que avec seulement du texte, t'arrives à quand même un petit peu attirer l'œil, et voilà. Et ça, c'est vraiment le travail de Nicolas, de se pencher là-dessus et d'arriver à faire des trucs qui accrochent dès le premier coup d'œil et qui donnent envie d'aller y voir de plus près, quoi. Tu vois, par exemple, pendant ce temps-là dans le métro, moi, je connais je connais un certain nombre de gens qui l'ont acheté avant même de connaître, de savoir de quoi ça parlait, ou qui m'ont dit, moi, je suis pas bon. Voilà, le pitch du jeu m'intéresse pas plus que ça ou m'intimide un petit peu. Par contre, visuellement, c'est incroyable. Il faut absolument que j'ai ça chez moi, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas nier, quoi, cet aspect-là. Les trois jeux dont tu parlais, ici maintenant, le 7e arc-en-ciel et Elle a voyagé, elle est restée. Ces 3 jeux que tu as sortis dans le cadre de la dernière ZineQuest. Donc la ZineQuest, c'est un événement qui se fait sur Kickstarter en février et qui permet en fait de proposer plein de jeux de rôle en VF, plutôt en anglais et aussi potentiellement dans la langue, pour nous, le français. Toi, tu y participes depuis 5 ans, c'est ça, en fait, si j'ai bien compris, et ça a été des grosses étapes aussi dans le fait de proposer des jeux, donc peut-être plus qu'en une page, ouais. Si j'ai bien compris, c'est aussi ça qui t'a un peu lancé. Je sais que tu expliquais que quand tu avais fait ta première ZineQuest, t'avais pas forcément la vision de comment on gère un financement participatif, parce que ça reste un financement participatif, comment on gère même d'un point de vue budgétaire et tout. T'as progressé en tant qu'auteur de jeux de rôle, et est-ce que t'as l'impression aussi d'avoir progressé pour cet aspect-là, qui est l'aspect aussi de gérer un financement, de gérer la production après de ce que tu dois à tes backers, les envois, la logistique, tous les aspects financiers? Ah bah oui, clairement. En fait, je me suis lancé dans la ZineQuest, donc avec mon jeu Green Dawn Mall, en 2020, et j'y connaissais absolument rien. Et en fait, je m'y suis lancé exactement comme je me suis lancé dans la création, c'est-à-dire sans rien y connaître et en y allant un peu en mode YOLO. Alors, il faut vraiment pas faire ça, hein. C'est une très mauvaise idée. J'ai eu de la chance parce que Green Dawn Mall a pas trop mal marché, mais ce que je dis souvent, c'est que c'est un financement qui m'a coûté 3 € au final, mais qui m'a rien rapporté du tout, alors que c'est quand même normalement un peu le but premier d'un financement, en tout cas pour moi, c'est de financer, comme son nom l'indique, l'impression et la production du jeu. Donc, qui me rapporte rien à la base n'était pas trop grave, mais ça montrait quand même que voilà, j'étais pas encore au point là-dessus. Et puis il y a aussi le fait que en fait, à partir du moment où tu commences à gagner de l'argent avec tes jeux, cet argent, il faut le déclarer. Ça veut dire changer de statut, voilà, moi je suis enseignant dans la vraie vie, on va dire. Donc ça reste mon emploi principal, parce que ça, pour le coup, je le savais dès le départ que créer du jeu de rôle, c'est quasiment impossible d'en vivre, sauf à travailler pour un éditeur. Et en tout cas, vu les thèmes et les jeux de rôle que je propose, en fait, tu peux pas avoir les deux, à mon avis. Tu peux pas à la fois dire je vais faire des trucs bizarres en jeu de rôle et puis je vais gagner des milliers d'euros avec. Ça me paraît assez audacieux. Mais donc voilà, tout ça, effectivement, c'était des choses à prendre en compte. Et j'ai clairement beaucoup progressé. J'ai fait plein d'erreurs et plein de trucs très bêtes, et je continue à en faire, hein,
chaque financement que je fais me fait progresser là-dessus, parce que c'est vrai que pour l'instant en tout cas, c'est peut-être amené à changer dans le futur, mais pour l'instant en tout cas, je gère tout, quoi, c'est-à-dire l'écriture du jeu évidemment, mais le travail en collaboration avec Nicolas, le travail en collaboration avec des illustrateurs et illustratrices, l'impression, la diffusion, c'est-à-dire non seulement aux backers, mais ensuite aller contacter les boutiques pour leur proposer les jeux, etc. Donc tout ça, c'est pas l'aspect le plus rigolo de la pratique. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus tendance, notamment sur cet aspect diffusion-distribution, à le confier à d'autres personnes au fil du temps, parce que j'ai aussi de plus en plus de jeux, donc ça devient de plus en plus compliqué de gérer un catalogue, on va dire. Et après, on n'a pas tous, le contact commercial. Moi, je trouve que c'est pas du tout quelque chose qui est inné. Ouais, en plus. C'est plutôt, on l'a pas tous, quoi. Enfin, on n'est pas tous à l'aise dans ce rôle-là, quoi. On n'est pas. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, moi-même, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Là, ça fait. Il y a certaines boutiques, ça fait 3 ou 4 mois que je dois les rappeler. Je les ai toujours pas rappelés. Mais c'est aussi parce que voilà, moi je suis très content, enfin je gagne quand même un petit peu d'argent avec le jeu de rôle, donc c'est très bien, mais c'est pas mon gagne-pain principal. Si ça l'était, clairement je me mettrais plus la pression là-dessus. Là en fait, créer des jeux par financement participatif reste pour moi la meilleure manière de faire, parce que en fait l'avantage de la Zine Quest, c'est d'utiliser la plateforme Kickstarter qui a plein de défauts, y compris des défauts éthiques, mais qui reste un algorithme et un aimant extrêmement puissant pour te faire connaître de gens qui ne te connaîtraient pas du tout. Chaque jeu que j'ai financé grâce à Kickstarter, je pense qu'il y avait, alors ça varie un petit peu, mais au moins un tiers des backers qui n'avaient jamais entendu parler de mes jeux et qui ne les ont financés que parce que Kickstarter les a mis en avant par leur algorithme. Ouais, donc c'est une vitrine. C'est totalement une vitrine, et clairement, ça me permet de lever des montants que j'aurais jamais pu lever par moi-même. C'est un peu comme pour le fait que l'aspect visuel des jeux est ce qui est primordial, hein. C'est quelque chose que je trouve dommage. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir faire autrement, mais malheureusement pour l'instant c'est pas possible, quoi, ça c'est clair. Tu as aussi eu des jeux qui ont été édités chez Dystopia. Ouais. Tu as fait donc Cité abîmée, et puis dans un ouvrage que tu as, qui est partagé avec KF, c'est ça? Ouais. Clé des nuages, clé des songes. Donc là, c'est une autre démarche. Là, c'est plus une démarche classique, avec un éditeur et tout. C'est plus reposant en tant qu'auteur d'être dans cette démarche-là. Ah bah oui, bien sûr. C'est beaucoup plus reposant. C'est le confort absolu. Ouais, parce que d'autant plus que pour le coup, c'est aussi une histoire d'amitié, c'est-à-dire que l'éditrice qui s'occupe de la collection Jideri, donc chez Dystopia, et une amie à moi. C'est Eugénie. Voilà, c'est ça. Donc du coup, la relation s'est très bien, s'est passée vraiment de manière naturelle, et c'est en plus elle qui est venue me proposer d'éditer le jeu, donc j'ai vraiment rien eu à faire. Donc c'est vraiment, enfin si, il a fallu quand même que j'écrive le jeu, mais en termes de en dehors de l'écriture, j'ai rien eu à faire, et c'était même mieux que ça, parce que c'est vrai que pour le coup, travailler avec un éditeur, surtout quand c'est un bon éditeur, c'est génial, parce que c'est une paire d'yeux supplémentaire sur ton travail. Il y a énormément de remarques qu'elle m'a faites, aussi bien au moment de la conception du jeu que de la relecture du texte, etc., qui ont rendu le jeu 10 fois meilleur que si je l'avais fait tout seul. Ça, c'est certain. Et puis ensuite, tout l'aspect diffusion, distribution, etc., est géré par l'éditeur. Donc moi, j'ai absolument rien à faire. Après, encore une fois, c'est intéressant parce que j'ai pas trop d'enjeux financiers dans le processus, parce que sinon, en fait, c'est ça qui fait, c'est une partie des raisons qui font que pour l'instant je continue de faire des jeux tout seul, c'est que financièrement c'est quand même plus intéressant quand je les fais tout seul, parce qu'évidemment il n'y a pas l'éditeur qui vient prendre une partie du prix de vente, ce qui est bien normal. Et l'autre raison, c'est aussi que je suis quelqu'un de très impatient.
Et donc, quand j'ai créé un jeu, moi j'ai envie qu'il sorte le plus rapidement possible. Là, dans mes projets à venir, j'ai des trucs qui sont en cours depuis déjà 2 ans. Et pour moi, 2 ans, c'est une éternité et j'en peux plus, quoi. Alors que, quand tu soumets un truc à un éditeur, parfois, il peut se passer 3-4 ans avant que ça sorte, quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec Cité Abîmée, quoi. Donc, du coup, voilà, il y a plein de trucs chouettes, mais je suis content de pouvoir faire les deux, en fait. Et juste, donc, je disais, tu as une page Itch.io, comme beaucoup d'auteurs et autrices de jeux alternatifs indés. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous d'un point de vue quand les livres n'existent pas chez un éditeur comme Dystopia, par exemple, le mieux pour vous, où vous êtes le mieux rémunéré, c'est si on vous achète les jeux sur votre page ou si on commande, on passe par d'autres moyens. J'imagine que c'est l'achat direct qui est le plus rémunérateur pour vous. Ouais, c'est l'achat direct et en réalité, l'idéal, ce que j'ai pas encore fait, mais que j'ai dans des cartons, ce serait d'avoir un site sur lequel on pourrait acheter mes jeux, parce que Itch, et encore une fois, c'est évident et c'est bien normal, prend un petit pourcentage sur les ventes. Mais oui, parce que en fait, donc mes jeux sont aussi disponibles dans un certain nombre de boutiques de jeux, mais je vends à ces boutiques pas à prix réduit, mais il y a une marge du distributeur qui est également normale. Après, moi, je suis très content d'être en boutique parce que, en fait, finalement, la vente directe, c'est quelque chose qui s'est beaucoup amoindri ces derniers temps pour tout un tas de raisons. En tout cas, la vente directe en ligne. Ce qui continue de bien marcher, c'est les ventes aux boutiques et puis dans les conventions. Et en fait, moi, ce que ça me fait dire, c'est que c'est très bien que les jeux soient disponibles en ligne, mais j'ai l'impression qu'on est en train de revenir à un système où ce qui est bien pour les gens, c'est d'avoir vraiment le livre en face d'eux, de pouvoir le feuilleter, de pouvoir discuter avec quelqu'un qui connaît le jeu, etc. Et bon, pour moi, ça me convient très bien qu'une expérience humaine ne soit pas remplacée par quelque chose de complètement numérique, quoi. Avant qu'on parle aussi de des projets à venir, je voulais revenir aussi sur un blog que tu avais cofondé, un blog qui s'appelle Et pourtant elle joue, Ouais. dans lequel l'objectif, la démarche, était de donner la parole à des rôlistes, des femmes rôlistes, et où en fait c'était une sorte d'espace de témoignage, notamment lié à des cas d'agression dans le cadre de la pratique du jeu de rôle. En relisant sur le site, il y avait quelque chose que je trouvais très intéressant, c'est que vous expliquiez bien que vous ne parliez pas des agresseurs et que ce n'était pas eux qui étaient intéressants et auxquels vous vouliez vous intéresser, mais que le but était vraiment de laisser la prise de parole des personnes concernées pouvoir se faire de façon assez libre. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi et chez les autres personnes avec qui tu l'as fait, notamment, on parlait Eugénie, l'envie de créer ce blog? Il y a plusieurs choses. Alors effectivement, pour le coup, c'est un projet que je suis très loin d'être le seul à porter. Donc il y avait Eugénie, aussi Cédric Ferrand, Marion Amar, Guylaine Lemignot dans les gens derrière tout ça. Alors j'ai du mal je me souviens plus exactement de la chronologie. Il me semble quand même que c'était soit juste avant, soit en même temps que le mouvement, enfin que les premières vagues, on va dire, du mouvement MeToo. Et il y a eu notamment à cette époque, en fait, beaucoup de sites ou de blogs similaires qui se sont ouverts. Il y avait notamment, ou de groupes Facebook par exemple, il y avait notamment quelque chose qui s'appelait, je crois que ça s'appelait Paye ton jeu, qui était l'équivalent dans le milieu du jeu de société. Et en fait, voilà, nous, on a vu ça et on se dit, ce serait ce serait vraiment bien de faire l'équivalent dans le milieu du jeu de rôle. On savait que ça existait, on avait déjà eu des témoignages de proches, etc. Donc voilà, on s'est pas trop posé la question, à part on va créer un blog. On s'est un petit peu demandé comment il allait être organisé, et effectivement, comme tu le disais, à qui on allait donner la parole et de quelle manière. Ce qui nous a d'ailleurs été reproché, pas tant le côté mais vous faites parler que les victimes, encore heureux. Mais par exemple, nous on proposait aux gens qui nous envoyaient des témoignages, une question qu'on demandait souvent, c'était: est-ce que tu souhaites signer ce témoignage, et si oui, avec quel nom ou pas? Et beaucoup de gens ne souhaitaient pas le faire. Et donc évidemment, les gens disaient: puisque c'est pas signé, c'est donc que c'est faux. C'est un peu le grand classique, quoi.
Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas aussi accepté, on va dire, que le fait qu'il y ait des comportements et des actes sexistes dans le milieu du jeu de rôle. Maintenant, j'ai l'impression que ça l'est un peu plus, mais aussi parce que la société a évolué sur ce plan-là. Mais on a été confronté vraiment à beaucoup de gens qui ne souhaitaient pas en parler, quoi, en disant mais non, pas du tout, moi je fais du jeu de rôle depuis 30 ans et j'ai jamais eu aucun problème. Je n'ai jamais rien vu, voilà. J'ai jamais rien vu, donc c'est que tout va bien. Ou des gens qui nous disaient ouais, mais en fait, pourquoi vous parlez de ça dans le jeu de rôle alors qu'en fait, le problème, il est présent dans toute la société? Bah oui, justement. On essaie de faire un peu le ménage devant notre porte, quoi. En fait, pour connaître aussi le sujet côté jeu de société, parce qu'on a eu un peu la même démarche on a créé un Discord en fait qui est un endroit, une safe place quoi, où les personnes peuvent venir et partager et témoigner. Nous, on nous a souvent dit ah mais pourquoi vous dénoncez pas les agresseurs en fait, enfin ou les personnes qui ont les comportements. Et c'est très difficile en fait d'expliquer que le but c'est pas ça, le but c'est vraiment d'apporter du soutien aux victimes. Et que finalement le reste on n'est pas la justice de toute façon, donc on n'est pas là pour ni faire, d'abord on n'a pas non plus aussi envie d'avoir un risque de diffamation parce qu'il existe, et que les victimes elles ont pas forcément envie que ce soit mis que tout soit mis tel quel, tu vois, sur le fait de témoigner publiquement ou pas, c'est à chaque fois tu revis quand même les agressions. Bien sûr. Et je trouve que c'est hyper dur en fait de faire comprendre cette idée de dire non en fait nous on veut juste permettre aux victimes de pouvoir parler et se sentir mieux quoi, et se sentir écouté et soutenu quoi. Ouais, complètement. Après c'est un projet qui a fait son chemin et qui a fait son temps, hein. C'est-à-dire que là on reçoit plus de témoignages depuis un moment, pas du tout parce que ça s'est arrêté, au contraire, mais parce que il y a d'autres manières maintenant et d'autres moyens pour les victimes et les personnes concernées de se faire entendre. Mais moi, je suis très content que ce site continue d'exister et qu'on continue d'en parler, quoi, parce que ça reste une somme de témoignages qui est là et c'est important qu'elle demeure lisible. On va parler maintenant un peu de tes projets pour terminer cette discussion. Alors, j'ai entendu plusieurs fois un projet sur lequel tu travailles qui a l'air assez fou, c'est Ex in the City. Donc une sorte de des sorcières, mais pas en mode Harry Potter, mais plus en mode donc forcément inspiré de Sex in the City, donc plus dans une ambiance urbaine et assez peut-être plus réaliste. C'est un projet dont tu parlais déjà il y a plus d'1 an. Donc comme tu m'as dit que c'était impatient, j'imagine que on est proche de la sortie ou pas. Ouais, on est proche, on est plus ou moins proche de la sortie. Alors ce projet-là, pour te dire que voilà, parfois d'où viennent les inspirations, ça vient d'un tweet qui a été fait par un ami qui s'appelle Shizumaru sur Twitter et qui poste souvent des bêtises sur le jeu de rôle. Et donc là, sa bêtise c'était, imaginons les 4 classes de Donjons et Dragons, comment on les applique aux 4 personnages de Sex and the City. Et donc le titre vient de lui et moi j'ai lu ça et je me suis dit mais ouais, c'est trop une bonne idée de faire un jeu de rôle avec des sorcières dans un monde un peu c'est un peu cosmopolitan mais avec des sorcières quoi. Donc du coup je me suis lancé là-dedans et donc là concrètement donc l'idée juste du jeu, hein, pour être clair, c'est effectivement on incarne des femmes qui sont en gros c'est des trentenaires, elles vivent dans une grande ville, elles ont une carrière qui leur amène bien des difficultés, leur vie amoureuse est un peu compliquée aussi et en plus ce sont des sorcières qui combattent les forces du mal et les forces du mal en l'occurrence si tu m'excuses ce très mauvais jeu de mots, c'est aussi les forces du mal, puis avec un A circonflexe. Avec un accent circonflexe, ouais. Ouais, parce que l'idée, c'est que toutes les forces antagonistes, on va dire, du jeu sont à chaque fois plus ou moins des incarnations, personnifications, je sais pas comment dire, d'une forme d'oppression sexiste en fait. Donc avec il peut y avoir plein de choses différentes, mais c'est vraiment les démons du patriarcat, quoi. Et donc là, ouais, j'ai beaucoup bossé sur le jeu. Il a beaucoup évolué depuis sa création. Là, la forme qu'il a, qui sera sans doute sa forme finale, donc c'est un jeu qui va se jouer avec des cartes de tarot. J'ai on va dire un kit de démo du jeu qui permet de jouer des scénarios en one shot.
qui est fini d'écrire. Je vais le tester encore un petit peu plus, et puis après, va se poser la question de sa forme visuelle, etc. Et après, le jeu est vraiment plutôt fait pour être joué en campagne. Donc ça, j'ai commencé un petit peu l'écriture. Et justement, je voulais, dans la forme d'écriture, à la fois dans la forme matérielle et dans la forme d'écriture, faire quelque chose qui se ressemblerait à un magazine féminin, quoi. Et bon, c'est pas évident parce que j'en ai lu quelques-uns et c'est quand même un ton qui est pas si facile que ça à parodier sans que ce soit insupportable. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'acheter un jeu de rôle qui ressemble à un magazine féminin ? Je ne sais pas. Et peut-être que Nicolas me dirait que c'est une très mauvaise idée et il aura une autre super idée à la place. Mais en tout cas, c'est un peu là que je suis actuellement. Après, le truc, c'est que j'essaye aussi de me restreindre dans le rythme de parution. L'année dernière, j'ai 2 jeux qui sont parus dans l'année, et en fait, là aussi, c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est compliqué pour les gens de suivre derrière. C'était Aventure à Plume et l'autre, c'était Et si t'es abîmé. Si t'es abîmé. Ah oui, si t'es abîmé, mais du début d'année, du coup, ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, c'était dû au fait que ça sortait pas par mois, on va dire. Mais du coup, c'est aussi pour ça que cette année, pour le ZineQuest, j'ai fait ces 3 petits jeux qui sont un petit peu moins ambitieux dans la forme, qui sont en réalité des rééditions, etc. Parce que je savais que ce projet-là, avec Sense City, me prendrait du temps, comme d'autres projets qui sont en cours aussi. Et donc je voulais aussi expérimenter, entre guillemets, tiens, qu'est-ce que ça fait de passer du temps à travailler sur un jeu ? Bah en fait c'est une bonne idée, c'est ça alors. Mais en tout cas, voilà, si tout va bien, le jeu sera proposé en financement l'année prochaine. En tout cas, pour l'instant, on vise le ZineQuest 2025. Donc on verra ce qu'il en est. C'est vrai aussi que j'ai envie de comment dire, commencer peut-être à proposer des choses qui sont détachées de cette temporalité-là, notamment parce que ce que je fais ne ressemble plus trop à des zines en tant que tel. Oui. Et justement, moi, là encore, hein, Il y a un questionnement aussi, le fait d'utiliser la ZineQuest, qui est en principe réservé à un certain type de format. Quand toi, t'es plus exactement dans les clous, tu peux te poser la question de savoir si t'as toujours ta place dans ce cadre-là, j'imagine. Ben ouais, c'est ça, exactement. Et puis aussi, je me demande à quel point, je me dis, bon, est-ce que là je suis arrivé à un stade où j'ai suffisamment de gens qui me suivent et qui me connaissent pour ne plus avoir besoin ou avoir moins besoin d'être soutenu par l'algorithme de la ZineQuest. Voilà, bon, on verra la réponse. Mais c'est pas évident, quoi, de sauter le pas en se disant, bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas, quoi. Mais en tout cas, ouais. Ouais, je disais aussi, t'avais longtemps fait tu faisais du podcast avec Radio Rollist, et à un moment, je sais que t'évoquais l'idée de faire un jeu de rôle audio. Ouais. Est-ce que c'est encore quelque chose qui trotte dans ta tête ? Est-ce que t'as des idées ou pas ? Moi, pour tout te dire, en fait, j'ai un jeu de rôle que j'ai pas du tout encore fait, qui est en anglais, qui s'appelle Void 1680 AM, là où on crée ça, en fait son programme de radio. Oui. Et voilà, je sais pas si c'est toi, t'as d'autres idées qui ont germé sur le sujet ou pas. Enfin, moi, je serais assez cliente faisant du podcast. On aime le micro, quoi. Donc, il y a un côté un peu, on rejoint les 2 passions. Mais c'est ça, en fait, il faut que je fasse un jeu pour que tous les gens qui font du podcast ensuite l'achètent. Ça continue de me trotter en tête. En fait, il y a quelque chose, alors là, pour le coup, c'est plus du côté littéraire pour l'instant. Quelque chose qui m'a toujours intéressé et sur lequel j'ai déjà travaillé, c'est le concept de linéarité. C'est-à-dire à quel point... comment on peut faire pour se sortir un petit peu de ce schéma on commence un livre à la page 1, on le finit à la page 360. Il y a là aussi, hein, je suis pas le premier, il y a plein d'œuvres qui proposent de lire des choses dans le désordre, etc. Et moi, j'ai toujours eu cette idée en tête. Pour l'instant, j'en ai rien fait, mais un truc qui se présenterait sous une grosse pile de fichiers audio, et tu peux les ouvrir dans l'ordre que tu veux, et ça te donne quelque chose de satisfaisant, quoi. Et je pense que effectivement il y a quelque chose à faire en jeu de rôle autour de ça. Il se trouve que
en réalité, il y a déjà eu des choses très convaincantes qui ont été faites en la matière. Guillaume Jantet a sorti, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou celle d'avant, un jeu qui s'appelle Nuit, qui est uniquement... Oui, qui joue dans le noir, ouais. Ouais, c'est ça, et qui se joue dans le noir et qui du coup consiste uniquement en un fichier audio pour le jeu. Julien Poire qui est en train de travailler sur un jeu qui s'appelle Radio Ciel Vert, dans lequel on incarne j'allais dire des journalistes, mais pas que, mais en gros des gens qui s'occupent d'une station de radio sur une planète en cours de colonisation. Et donc la boucle ludique du jeu, c'est vraiment tu crées tes émissions de radio, tu dis ok, tel sujet va me prendre tant de place sur l'antenne, donc est-ce qu'on le fait vraiment, ou est-ce que on met pas un autre truc en avant, et tu vas aller faire des interviews, il y a une phase de montage, enfin voilà. Là aussi on voit que Julien est quelqu'un qui est dans le milieu du podcast, quoi. Donc en fait, moi j'ai vu ça et je me suis dit, je me suis pas forcément dit ah bon ben c'est mort, jamais je pourrais faire ça, mais en tout cas je me dis ok, il y a ça qui a été fait qui est intéressant. Pour l'instant, j'ai pas d'idée d'une manière différente de faire les choses, et clairement moi ça m'intéresse pas de redire ce que quelqu'un d'autre a déjà dit, surtout quand c'est très bien dit. Donc pour l'instant j'ai mis ça un peu de côté, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux qu'on parle avant qu'on termine cette conversation, ou d'autres projets que tu as en tête? Tu penses qu'on a fait un bon tour d'horizon? Je peux parler d'un autre projet qui est un peu au croisement entre jeux de rôle et jeux de société, et qui me fait me poser beaucoup de questions, surtout là d'un point de vue justement de création, enfin vraiment au sens fabrication du terme. C'est un jeu qui s'appelle Meurtre au monastère quantique, que j'ai créé en collaboration avec Melville. C'est une version, on va dire, augmentée d'un jeu de rôle que j'avais créé alors il n'était pas en une page, mais il n'était pas très long, il y a quelques temps. Et en gros, l'idée de Meurtre au monastère quantique, c'est que c'est le long de la rose rencontre Flux. C'est-à-dire, on est dans un monastère, il y a un meurtre, il faut l'élucider, et les coupables sont forcément les joueurs autour de la table. Et donc on va être vraiment dans une proposition aussi qui est proche d'un jeu comme Oui Seigneur des Ténèbres, avec un abbé qui va interroger les autres pour savoir qui dit la vérité, qui ment. Les autres vont essayer de s'accuser, etc. Mais la particularité, c'est que tous les aspects du jeu sont fluctuants. Et donc, au fur et à mesure de la partie, on peut jouer des cartes qui vont tout modifier, quoi. Ça peut être modifier le décor, peut-être qu'on n'est plus dans un monastère, mais dans une société de vente de photocopieuses. Ça peut être modifier les circonstances, peut-être qu'en fait, c'est pas un meurtre, mais une série de meurtres. Peut-être qu'en fait, la victime est encore vivante. Peut-être que finalement, c'est autre chose sur lequel on se penche. Et même les règles du jeu vont être amenées à évoluer, quoi. Et donc tout ça se présente sous forme de cartes. Et donc la forme idéale pour moi pour ce jeu serait vraiment une boîte avec les cartes à l'intérieur. Et le truc, c'est que ça, c'est extrêmement compliqué, enfin c'est surtout extrêmement coûteux à faire par soi-même. J'ai pu le constater en éditant un jeu de cartes Cité Abîmée l'année dernière. Ça coûte très très cher, beaucoup plus cher que de faire un bouquin, quoi. Et donc là, je suis en train de me dire, bon, est-ce qu'on essaie de monter un financement participatif autour de ça, sachant que les montants nécessaires dépasseront tout ce que j'ai fait jusqu'ici? Est-ce que j'essaie de démarcher des éditeurs de jeux de société, mais en même temps, c'est un milieu que je connais assez mal, en tout cas en tant qu'auteur? Est-ce que je suis prêt, encore une fois, à attendre très longtemps que ça fonctionne? Donc c'est un jeu qui est fini, en fait, et il est fini depuis plusieurs mois maintenant, mais qui reste un peu sur les étagères, parce que je sais pas exactement par quel bout aborder cette question, quoi. Donc je finirai forcément par en faire quelque chose, mais je pourrais pas te dire encore quoi. D'accord. Ok, on suivra en tout cas clairement le projet. Écoute, merci encore beaucoup du temps et de la discussion. C'était un grand plaisir. C'était vraiment super cool. Et puis on remercie toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Et à bientôt. Salut! Salut!